Pourquoi cette présentation? Parce que je vois le discours qui se tient depuis quelque temps, notamment sur l'enjeu centre-ville-Rive-Sud, mais pas seulement, sur la question du SLR ou de l'autobus, et j'ai constaté qu'on racontait à peu près n'importe quoi. Alors, l'objectif ce soir, c'est de relever notre niveau de compréhension à nous et de contribuer à le relever en général à Montréal sur cette question, ces enjeux de transport, certes entre le centre-ville et la Rive-Sud, mais pas seulement, comme on le verra. Alors, comprendre, expliquer, premier objectif. Deuxième objectif, séduire. J'ai beaucoup aimé quand Émilie a dit « ouvrir une fenêtre sur l'avenir de Montréal ». Mais pour ça, il faut être conquis par le cœur, pas seulement par la tête. Alors, j'ai un objectif de vous séduire ce soir. Pas seulement les dames, les hommes aussi. Hein? Alors, allons-y sans plus tarder avec la présentation elle-même. Ah oui, ce soir, cette présentation va être disponible en ligne à partir de 9 h. Elle est accompagnée de 3 autres documents. Un recensement, un simple recensement des 260 tramways modernes, SLR tramways modernes en service présentement dans le monde. Vous vous souviendrez que durant la campagne, je parlais de 125 villes. J'étais très loin du compte. Il y en a 260. Et même, il y en a un qui s'est ajouté depuis que le document a été préparé, c'est Atlanta, ça ferait 261, mais Atlanta n'est pas dans le document. Alors, premier document qui est rendu public, photo à l'appui à chaque fois, pour que vous puissiez bien vérifier que il n'y a pas de tricherie là. Une deuxième étude qui est rendue publique, c'est une étude économique du SLR avec un cas de figure particulier qu'on verra dans la présentation. Et la troisième, c'est une étude de développement urbain. Alors, ces 3 études plus la présentation elle-même, 4 documents qui sont mis en ligne. Et toute personne qui s'intéresse au sujet et qui veut être mieux armée pour en parler aura à sa disposition ce matériau. Je vous le dis tout de suite aussi, dès qu'il y a 15 personnes d'assurées pour une présentation, je suis disponible durant tout l'été. Alors, parlez-en dans vos milieux. J'aimerais bien qu'il y ait 15 personnes minimum, là. Mais parlez-en dans vos milieux et n'hésitez pas à nous contacter, soit au cabinet de l'opposition officielle, soit à Projet Montréal, à la permanence. Et je vais me faire plaisir de prendre mon bâton de pèlerin. Et je souhaite pouvoir faire ça tout l'été, de manière à ce que quand le débat reprendra au mois de septembre, nous soyons collectivement, individuellement et collectivement mieux armés pour aborder ces questions. Alors, cela étant dit, allons-y avec la présentation. Qu'est-ce que le SLR tramway moderne? Première des choses, le mot tramway. Quand vous prononcez le mot tramway, je l'ai vérifié, ça fait quand même 14 ans et demi que je travaille le sujet, les personnes d'un certain âge croient que c'est ce que vous voyez à l'écran. Et les jeunes disent, c'est quoi ça? Alors, on ne sait pas ce qu'est le tramway, mais le SLR a meilleure presse. Ah, SLR, ça c'est mieux. SLR, ça vient d'où SLR? C'est la traduction française de LRT anglais, Light Rail Transit. Si ça avait été bien traduit, on aurait dit Transport collectif ferroviaire léger, ce qui veut dire, au niveau de l'acronyme, TCFL. Alors, Light Transit, ça veut dire Transport collectif en anglais. Light Rail, ferroviaire léger. C'est comme ça qu'on aurait dû le traduire. Bizarrement, je ne sais pourquoi, ça a été traduit par Système léger sur rail. Qu'est-ce qu'un système? Il y a plein de systèmes. Léger, on comprend que c'est par rapport à lourd. Mais encore, c'est quoi lourd? À quoi on compare? Et sur rail, bien là, au moins, tout le monde comprend ça. Alors, vous avez 4 SLR illustrés. 4 technologies de SLR totalement différentes l'une de l'autre. Ce sont 4 SLR. Pourquoi est-ce qu'on dit léger? C'est par rapport à lourd. Qu'est-ce qui est lourd? C'est les trains classiques. Alors, pour en faire la preuve, vous avez ici en haut une locomotive de 188 tonnes, celles qui nous sont plus familières. Les locomotives de train de marchandises fabriquées par General Motors pèsent 125 tonnes chacune. La nouvelle locomotive bimode de l'AMT, commandée à Bombardier, fait 140 tonnes. Vous vous souviendrez, dans les journaux, on disait qu'elle était trop lourde, elle brisait les rails, elle pèse à elle seule 15 tonnes de plus que les locomotives traditionnelles. Et un train. Au Canada, un train peut avoir jusqu'à 3 km de long et peser jusqu'à 20 700 tonnes. C'est ça, lourd. Alors, qu'est-ce que léger par rapport à ce lourd?
Vous avez deux technologies Bombardier, le tramway urbain et le tram-train, 250 passagers de capacité, 30 mètres de longueur. Alors, vous voyez 48 tonnes pour le Flexity Outlook de gauche et 50, je vois mal, moi, 55 tonnes. Alors, vous comprenez qu'un véhicule comme ça, pesant 48 tonnes, ayant à son bord 250 personnes, ne peut pas aller sur les mêmes voies ferrées que des trains dont la seule locomotive fait 3 fois le poids du SLR en question. Alors voilà, on vient d'éclairer le léger par rapport à l'eau. Maintenant, de manière plus générale, qu'est-ce qu'il y a de léger? Quelle est la diversité des technologies légères disponibles? Alors, on va s'intéresser d'abord au vocabulaire, puis après ça, on va y aller en images. Quand vous lisez sur le sujet, vous entendez parler de métro de surface, de métro léger, de métro automatisé, de train léger sur rail, ce que je trouve est un oxymoron, parce qu'un train léger est forcément sur rail, mais encore, on voit parfois train léger sur rail, on voit ART, Advanced Rapid Transit, tramway moderne, nouveau tramway, tram-train, tramway de train, tramway de banlieue, véhicule léger sur rail, streetcar, tramway. C'est tous des mots qu'on voit passer quand on s'intéresse à ce sujet-là. Et ce qui est étonnant, c'est que des fois, une chose est appelée par un, est dénommée avec un mot, alors qu'un autre, vis-à-vis du même objet, utilise un autre mot. Alors, tentons d'y voir clair, technologie par technologie. Commençons par les tramways de train, tram-train. Vous avez les deux modèles de référence, celui d'Alstom en haut, celui de Bombardier en bas. Qu'est-ce qu'un tram-train ou un tramway de train? C'est un tramway en milieu urbain qui prend ensuite le réseau ferroviaire normal, mais seulement en Europe, pas en Amérique du Nord, seulement en Europe, parce qu'en Amérique du Nord, on ne met pas sur les mêmes voies deux matériels qui sont aussi disproportionnés. Mais en Europe, on le fait. Alors, vous voyez ici en haut, c'est la desserte de La Haye. Alors, on le voit en ville, puis on le voit en périurbain. Et ensuite, vous avez Sarrebruck, Sarreguemines, c'est le modèle, cette fois-ci, de Bombardier. Alors, dans les deux cas, c'est des tram-trains de 250 passagers de capacité. On a déjà eu des tram-trains, on appelait ça des tramways de banlieue à Montréal. Alors, vous avez la carte des tramways de banlieue telle qu'elle existait en 1915 et qu'on a commencé à la mettre en place en 1893. Donc, ça fait un siècle et plus que l'on a eu des tram-trains, de tramways de banlieue à Montréal. Et serez-vous étonné d'apprendre que ça se rendait jusqu'à Granby. Et la photo que vous voyez, celle du bas à droite, c'est à la gare de Granby. Par ailleurs, vous avez en haut à gauche, avec un cercle rouge, vous avez le petit tramway sur la ligne de la Chine qui fait la course avec le train à côté. Et le petit tramway, tram-train de l'époque gagnait la course, puisqu'il filait à 100 km/h. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de neuf là, concernant Montréal. Il y a un siècle et plus, on avait ça à Montréal, sous la forme de l'époque, bien entendu. Maintenant, si vous allez à Ottawa, on va vous dire qu'on construit un train léger, ou encore qu'on construit un métro léger. C'est ça le vocabulaire qui est utilisé à Ottawa. Le projet est en cours, là. Il est en construction présentement. Alors, vous avez une section en tunnel sous le centre-ville, 2,5 km. Vous avez une section aérienne de part et d'autre de la rivière Rideau, et vous avez une section au sol sur l'essentiel du trajet. Et le mode d'insertion varie. Il y a 3 modes d'insertion différents. Il y a un matériel de transport, c'est le Alstom Dualis, qu'Alstom appelle un tram-train. Mais c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est parfaitement... on ne peut pas le distinguer du tramway. Il a, en tant que tram-train, une capacité de rouler à 100 km/h, c'est-à-dire qu'il a une motorisation plus performante, il y a des critères de construction plus performants, mais à l'œil, c'est le tramway que vous voyez en bas, quand il est dans ce mode d'insertion. C'est un métro léger, comme vous le voyez en haut, ou c'est un métro aérien, comme vous le voyez à la photo du centre. Alors, on n'a pas que le choix de la technologie, on a le choix du mode d'insertion. Ici, vous voyez ce qu'on appelle un métro de surface, un train léger, celui de Calgary. Alors, un système d'une 50aine de kilomètres, 250 000 passagers par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux lignes partagent un tronçon commun au centre-ville de Calgary.
en plein cœur du centre-ville et sur 2 kilomètres. Et sur ces 2 kilomètres vont passer les 250 000 passagers journaliers. C'est-à-dire que là, on a un système, on s'intéresse à un autre aspect, celui de la capacité de ces systèmes-là. Alors, quand on est rendu à parler de 250 000 par jour, c'est du monde. Et transitant sur le domaine public, en plein centre-ville, dans une artère qui lui est réservée et aux piétons. Alors, sans partage avec l'automobile. Alors voilà, c'est encore un salaire. Ceci aussi, c'est un salaire. Vous l'avez beaucoup vu, celle-là, parce que c'est la photo de gauche et celle la plus communément utilisée par l'AMT pour parler de son système entre le centre-ville et la Rive-Sud. Alors, l'AMT nous dit, ce système-là, il me plaît parce que ce SLR a une capacité de 35 000 passagers à l'heure. On verra plus loin que c'est très légèrement exagéré, compte tenu de la demande de mobilité entre la Rive-Sud et Montréal. Mais pour l'heure, ceci aussi est un SLR. Ceci aussi est un SLR. Ça, c'est le métro aérien de Vancouver. D'ailleurs, dans les plus récentes présentations de l'AMT, c'est ça qu'on montre, et non plus celui qu'on a vu auparavant. L'AMT nous dit encore que cette technologie a comme qualité principale, qui devrait nous amener à nous y intéresser, de 35 000 passagers à l'heure. Comme vous le voyez à Vancouver, la photo d'en bas à gauche, au centre-ville, c'est en souterrain, c'est en métro, et hors centre-ville, c'est aérien. Ça aussi, c'est des SLR. Sauf qu'ici, on est dans le streetcar, le tramway traditionnel, en partage de chaussée avec la circulation, autant à Portland en haut qu'à Toronto en bas. Alors, tout ça, c'est des SLR. Et le SLR sur lequel je vais insister plus ce soir, c'est le tramway moderne, le tramway réinventé, le nouveau tramway. Alors, en passant simplement 3 belles images pour commencer, par les 3 grands constructeurs, Siemens, Alstom, Bombardier. Ici, c'est la rue principale de Houston, Texas. La plus belle rue commerciale en Amérique est à Houston, Texas, chez les Cowboys. Moi, ça me gêne. Ça me gêne comme Montréalais. Elle est réservée aux piétons et au transport collectif de haut niveau, comme vous le voyez là. Ici, on est à Rabat. C'est le tramway moderne d'Alstom, inauguré en 2006. Et ici, on est à Marseille, le tramway moderne de Bombardier de Marseille. Les Marseillais ne l'ont pas aimé quand ils ont vu la maquette. Ils ont pensé que c'était un fer à repasser. Non, je vous jure, hein, c'est la vraie histoire que je vous raconte là. Et Bombardier leur a expliqué que non, c'était l'étrave d'un navire et tout le concept, c'est le concept méditerranéen maritime. Et là, ils ont dit « Ah, maintenant qu'on comprend, on le trouve beau. » Alors, les avantages du SLR tramway moderne, parce que c'est ça la forme vers laquelle je vais essayer de vous amener, c'est que, bien, vous les avez là, vous savez lire aussi bien que moi, mais allons-y tout de même. Image de marque et attractivité très forte. Valorise le transport collectif, redéfinit les perceptions à son endroit. Confortable, non polluant, silencieux, ce qui est à l'avantage des usagers autant que des riverains. Très important, l'impact d'un mode de transport sur les riverains. Seul mode de transport en accessibilité universelle dans son principe même. Personnes âgées, en fauteuil roulant, poussette, etc. Versatilité d'emploi, de 15 à 90 km/h de vitesse commerciale, suivant le mode d'insertion et l'environnement, de 100 à 1000 passagers de capacité. Permet de construire un réseau à technologie unique, intégré et cohérent. Cette notion de réseau, je vais y revenir souvent avec ce soir. Durée de vie de 100 ans pour l'infrastructure, de 35 ans pour le matériel roulant. On continue. Jusqu'à 3 fois moins cher à construire que les métros légers, jusqu'à 5 fois moins cher que les métros lourds. Excellente performance environnementale. Quand j'ai fait un test la semaine dernière de la présentation, on dit on n'est pas convaincu de ça. Il faudrait que vous le montriez. C'est pour ça que j'ai ajouté, j'ai légèrement modifié la présentation. Vous avez Oslo avec le tramway dans la neige, et vous avez nos bons vieux tramways d'une autre époque, à une époque où il neigeait à Montréal, m'a-t-on raconté. Puissant attracteur de développement urbain, on verra un peu plus loin ce que ça veut dire. Statement de modernité dynamique chez toutes les villes qui l'ont adopté. Valorise l'usager du transport collectif, lui dit qu'il est important, qu'il mérite ce qu'il y a de mieux.
conditions d'un transfert modal un tant soit peu significatif entre l'automobile et le transport collectif. Alors voilà les qualités d'entrée de jeu que je vous propose de reconnaître au SLR tramway moderne. Et concernant l'accessibilité universelle, je le répète, il y a un seul mode de transport qui est en accessibilité universelle dans son principe même. Qu'est-ce que ça veut dire dans son principe même? Vous avez en haut à droite les quais d'embarquement à Strasbourg. Vous constatez que c'est un simple trottoir. Et vous avez à gauche, avec la dame avec la poussette, vous avez la photo du milieu, là en bas, c'est ma fille. En 2006, elle a bien grandi depuis là. Et à Paris, donc. Et vous avez ensuite à Bordeaux des femmes qui reviennent du marché avec leur chariot d'épicerie. C'est ça que ça veut dire, l'accessibilité universelle, dans son principe même. Une énorme qualité compte tenu des enjeux de vieillissement de la population. Alors, 3 mots-clés dont on va se servir pour la suite. Quand on pense à des technologies de transport, d'abord déplacer, la fonction première d'une technologie de transport. Concernant le SLR tramway moderne, les critères à prendre en considération, la demande de mobilité motorisée, il y a combien de monde à déplacer, les coûts et le degré de cohérence de l'autorité publique par rapport aux politiques officielles. S'il vous plaît, messieurs les politiciens, et moi le premier, soyez cohérents. Le SLR tramway en tant qu'occasion de refaçonner la ville, les critères, un tracé justifiant un investissement important en termes de qualité de l'espace public et d'image de marque. Et le SLR en tant qu'attracteur de développement urbain, le critère, le potentiel de développement le long du corridor. Et le premier des documents dont je vous parlais tantôt, qui sera disponible à partir dans 1 heure à peu près, 260 SLR tramway moderne en service dans le monde. Alors, parlons maintenant en partie 2 de la versatilité du SLR tramway moderne. D'abord, schéma classique, la capacité des modes en milieu urbain. Alors, on aura bientôt les nouvelles rames Azur, 1200 de capacité, soit 150 à 200 de plus que les rames de métro actuelles, grâce au fait que ça va être de type que l'on appelle de BOA, c'est-à-dire une seule voiture de 180 mètres de long. Le tramway, tel qu'on l'a connu jusqu'ici, 350 de capacité, l'autobus articulé 112, l'autobus classique 100, l'auto théoriquement 4, mais c'est 1,25. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le 1,25? C'est qu'en période de pointe, le métro y est bondé. Les autobus sont bondés. En période de pointe, il y a toujours seulement 1,25 personnes en moyenne par auto. Au milieu de la journée, certes, le métro n'est plus bondé non plus que les autobus, mais il y a encore 1,25 passagers en moyenne par auto. Alors, le 4 de l'auto est purement théorique. Alors, c'est plutôt 1,25, 80, 112, 350, 1200. Et ça nous conduit à ce schéma assez classique de la capacité des modes et multiplié dans l'axe vertical par leur qualité. La qualité étant définie par la rapidité, par le confort, par toute une série de critères. Alors, jusqu'à une demande de mobilité de 5, quand on est de 5 à 20 000 comme demande de mobilité, c'est l'autobus tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a toujours connu, qui est le meilleur mode. Quand on arrive dans une demande de 15 à 50 000 passagers par jour, c'est par jour, hein, je ne sais pas si je l'avais précisé, là, on rentre dans le domaine de l'autobus articulé jusqu'à l'autobus articulé en site propre, ce qu'on appelle le SRB. Et bien sûr, on a relevé le niveau de qualité. Quand on arrive ensuite dans le domaine du SLR, mais toutes les formes de SLR, et tout particulièrement celle qui m'est la plus chère, celle du tramway moderne, c'est de 30 000 de demandes de mobilité par jour jusqu'à 125 000. En milieu urbain, on s'entend. Et après ça, quand on a vraiment beaucoup de monde à déplacer, bien là, on n'a pas d'autre choix que de recourir au métro, et dont la capacité journalière est jusqu'à 400 000. Et vous voyez que le métro, en termes sur l'échelle de qualité, il est légèrement en bas du tramway moderne. C'est dû à l'accessibilité universelle du tramway moderne. Mais le métro dépasse le tramway, c'est dû à sa vitesse. La vitesse commerciale du métro, en moyenne, c'est 42 km/h. Alors que la vitesse d'un SLR tramway moderne en milieu urbain, très légèrement plus rapide qu'un autobus, mais pas beaucoup. Alors, ça, c'est le schéma classique. Toujours dans le classique, quand j'ai pris cette photo en 2002 à Strasbourg, je me suis dit, waouh, 43 mètres, c'est ça que ça donne. Jamais on pourra avoir plus long que ça. Regardez-moi ce serpent dans la ville.
Et j'ai dit, bon, là, on a une limite de capacité dans cette forme de SLR qui m'était déjà très cher à l'époque. Malheureusement, on a une limite de capacité, il faudra en tenir compte. C'était sans compter sur ce qui allait se produire 10 ans plus tard, c'est-à-dire tout récemment. En termes de capacité, le SLR tramway moderne s'est affranchi de toute limite. Alors, vous avez ici nos 3 grands constructeurs qu'on a vus plus tôt, Siemens, Alstom, Bombardier. Alors, Siemens, avec sa gamme Avenio, aussi peu que 18 mètres, c'est-à-dire l'équivalent d'un autobus articulé, et jusqu'à 72 mètres de longueur, 8 modules, et ayant une capacité de 542 passagers, et donc la capacité journalière, 16 500. Et vous avez la gamme Citadis d'Alstom, avec 65 mètres, et là, Bombardier vient tout récemment, avec le Flexity Freedom, de faire exploser encore la limite, c'est-à-dire 4 rames de 30 mètres jumelées, ce qui veut dire 125 mètres de longueur pour 1000 passagers. Ça, c'est tout récent, hein? C'est ces dernières années. Alors, quand on arrive à ces capacités-là, qu'on a dépassé ce que je croyais être la limite il y a une dizaine d'années, et que l'on combine tramway, tram-train, métro de surface, qu'on combine ces concepts-là, on se rend compte qu'avec une seule et même technologie, on peut desservir les milieux urbains centraux par une diversité de parcours et on peut avoir des antennes sur infrastructures dédiées à 90-100 km/h, soit vers les banlieues, soit vers les quartiers périphériques, soit vers l'aéroport, avec une seule technologie à partir de laquelle on construit un réseau intégré et cohérent. C'est là que sont apparues tout récemment de nouvelles possibilités qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Et c'est de cette possibilité dont je vais vous parler ce soir. Et là, quand on tient compte, ça c'est le graphe que vous avez vu tantôt, mais revu et corrigé à la lumière de cet affranchissement du SLR tramway moderne en termes de capacité, jusqu'à 1000, je le répète, par rame, et en termes de mode d'opération, 15 à 22 km/h en milieu urbain, jusqu'à 100 km/h en milieu périurbain, bien voilà le nouveau graphe que ça donne. Alors, on a, au cours des dernières années, on a évoqué plein de choses à Montréal. Alors, d'abord, on a 2 technologies présentement en mode guidé. On a les trains de banlieue, puis on a le métro. Alors, on a entendu le débat sur la desserte ferroviaire. Ça s'est terminé par l'annonce d'un aérotrain. Et le gouvernement du Québec, d'ailleurs, s'est commis déjà à hauteur de 200 millions de dollars. Hein? Alors, on aurait une technologie spéciale pour aller vers l'aéroport. Bien sûr, il y a le projet de tramway de la ville, la première ligne qui traîne dans les placards depuis tout ce temps. Le parc Jean-Drapeau nous a proposé la mise en place d'un monorail pour aller au parc des Îles. Et l'AMT nous propose désormais l'équivalent du métro aérien de Vancouver pour aller sur la rive sud. Alors, vous voyez le paquet de spaghettis que ça donne. Est-ce que Montréal a vocation à devenir le lieu de démonstration de toutes les bébelles de transport qui existent dans le monde? Si c'est ça l'objectif, allons-y. Transformons Montréal en espace de démonstration, mais c'est complètement déraisonnable, alors que, grâce à sa versatilité, en termes de capacité, puis en termes de mode d'insertion, en termes de rapidité, la technologie SLR tramway moderne peut remplir toutes ces fonctions-là et les intégrer en un réseau cohérent. Et ça, c'est l'une des clés qu'il nous faut retenir pour ce soir, un réseau intégré et cohérent. Alors, autant pour aller à l'aéroport, autant pour aller sur la rive sud, autant pour aller au parc des Îles. Pas très loin de chez nous, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis pas très loin de chez nous, je parle de Toronto, Waterloo, Ottawa. On a beaucoup dit, ces affaires-là, c'est pour l'Europe. Bien, on va regarder la province d'à côté. Qu'est-ce qui se passe à Toronto? Vous le savez tous, Toronto n'a jamais démantelé son réseau de tramway. Alors, ils ont un réseau de tramway au centre-ville, 80 km de voies, 305 km de lignes tramway sur l'infrastructure. C'est ça la beauté d'un réseau intégré et cohérent.
Une fois que tu as une infrastructure, tu dessines les circuits que tu veux. Alors, ils ont 300 km de réseau sur 80 km de voies. Alors, on voit que, bien sûr, c'était le tramway traditionnel, donc en partage de chaussée avec l'automobile, mais avec la ligne Spadina en 1993, ils ont introduit un site propre. Alors, on se rapproche au niveau du mode d'intégration à la ville de ce que va devenir le nouveau tramway, le tramway moderne. Et récemment, on a transformé, alors c'est 2004, je crois, là, qui est indiqué ici, non, 2010, la ligne Sainte-Claire a été refaite pour être mise en site propre. Alors, d'une part, il y a un réseau de tramway intégré et cohérent à Toronto. Et ça, c'est les nouvelles rames qui vont commencer à circuler à partir du mois de septembre. 204 de ces rames, fabriquées par Bombardier, 250 passagers de capacité, 31 mètres de longueur. Alors, préparez-vous, la prochaine fois que vous allez aller à Toronto dans le temps des fêtes, vous allez voir ces rames-là qui, d'ici les prochaines années, vont avoir remplacé complètement les rames traditionnelles. Et il n'y a pas que ça à Toronto. On construit présentement un réseau SLR en dehors du réseau du centre-ville. Alors, la ligne qui est en construction présentement, c'est la ligne Eglinton. Alors, vous la voyez en orange. Elle coûte cher, 258 millions de dollars du kilomètre, parce qu'elle est en tunnel sur pratiquement toute sa longueur. C'est leur choix. Quel type de matériel roulant vont-ils utiliser? Ça va être ça. Tantôt, je vous parlais du Flexity Freedom, les 4 qu'on peut mettre ensemble pour aller jusqu'à 1000 de capacité. Ben voilà, c'est ce qui a été commandé par, comment s'appelle l'autorité de transport, là? Oui, TTC. Alors, ils en ont commandé combien? 182 rames. La commande est passée. C'est en construction. Alors, après la ligne Eglinton, vous l'avez vu sur l'autre image, ce sera Finch, ce sera Shepherd, puis après ça, il reste environ 80 autres kilomètres de planifiés. Ce qui veut dire que dans une dizaine d'années, à Toronto, il va y avoir un réseau de SLR tramway moderne long de 200 km au niveau de son infrastructure, sur lequel rouleront plus de 400 rames de 2 technologies différentes, et dont la capacité instantanée sera de 100 000 passagers. C'est ça qui est en train de se passer à Toronto. Je vous ai dit que ce n'est pas juste déplacer, c'est aussi valoriser, puis c'est aussi développer. Alors ici, on est dans le West Donlands, on est à peu près à 1 kilomètre du centre-ville de Toronto, dans une zone industrielle parfaitement comparable à notre Griffintown. Et en termes de taille, en termes de potentiel de revitalisation, puisque c'est une ancienne zone industrielle, en termes de capacité d'accueil, on parle de 6 500 logements, si je ne me trompe pas. Je pense que vous voyez mieux que moi. Peut-être pas, mais en s'arrachant les yeux, on y arrive. On parle d'1 million de pieds carrés d'espace à bureaux, de commerce. On parle d'un nouveau quartier. Construit comment? Autour d'une nouvelle antenne SLR tramway moderne. Alors, vous avez le concept, le plan de développement à côté. Vous avez le concept et ils le construisent tel quel. Allez dans Griffintown. Allez-y. J'y suis allé encore il y a 2 jours. Oui, on voit du dynamisme immobilier. Oui, on voit des tours levées. Regardez le domaine public. Posez-vous la question. Comment est-ce qu'on va se déplacer dans ce quartier-là? Alors on peut prendre la leçon de Toronto. Toronto, présentement, est en train de faire l'équivalent de ce qu'on fait, mais tellement mieux. Maintenant, Waterloo, Kitchener, Cambridge. Grosso modo, c'est la taille de Québec, les 3 ensemble. Alors, ils mettent en place un système SLR tramway moderne. Encore cette fois, c'est le Flexity Freedom de Bombardier qu'ils ont choisi. Et regardez le prix cette fois, 35 millions de dollars au kilomètre. Tout compris. Atelier mécanique, centre, garage, tout compris, 35 millions de dollars au kilomètre. Pourquoi? Il n'y a pas de section tunnel, là. Et il y a un mode d'intégration léger. Et on comprend que sur refaçonnage de rue comme ce qu'on voit là, il ne doit pas y avoir beaucoup de kilomètres. Parce que ça coûte quand même un certain montant refaçonner une rue comme ça. Alors, voilà pour Waterloo, Kitchener, Cambridge. On revient à Ottawa, qui est un magnifique projet. Alors, vous avez le trajet de 12,5 km. C'est un des corridors SRB historiques d'Ottawa qui a atteint sa pleine capacité et que l'on transforme en corridor SLR.
Et vous avez la section du centre-ville, 2,5 km en tunnel. Alors, ici, on parle de 160 millions de dollars du kilomètre en moyenne. N'oubliez pas, il y a ces 2,5 km en tunnel. Il y a la partie aérienne pour franchir la rivière Rideau. Alors, c'est un peu normal, plus les 250-300 millions d'introduction de la technologie, les garages, ateliers mécaniques, formation. Et de toute façon, ils le font à Vancouver. Pas à Vancouver, à Ottawa. Et vont-ils continuer à le faire? Il y a eu un doute quand Mme Wynne a annoncé son plan de 29 milliards de dollars d'investissement dans les modes guidés de transport collectif. La réaction a été de dire que ce n'est qu'une annonce électorale. 15 milliards pour Toronto, 14 milliards pour les autres villes. Et on va le savoir bientôt si ce n'était qu'une annonce électorale, puisqu'elle a été réélue majoritairement la semaine dernière. Et si vous lisez la manchette du National Post, ils disent oui, elle nous dit ça, mais elle ne nous dit pas ce qu'elle va prendre de l'argent. Bien, elle a eu l'occasion de le dire après. 1,3 milliard par année vont venir des taxes sur l'essence, des nouveaux péages, des emprunts verts, Green Bonds, et la vente des actions de General Motors acquises par la province lors de la crise ayant touché le secteur automobile en 2010. Alors, en 2009, c'est-à-dire. Ah oui, j'aime beaucoup ces derniers détails. Alors, si vous pensez que ça va se limiter à Ottawa, Toronto, Kitchener, Waterloo, Cambridge, détrompez-vous, tout l'Ontario va y passer. Et c'est normal. C'est là qu'a rendu le monde. Sauf nous, jusqu'ici. Et à Montréal, ben oui, parlons de nous. 3 dates clés. Je savais que vous alliez rire, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, janvier 2003, le rapport de l'AMT qui fait suite à la mission que l'on a faite à l'automne 2002 et qui lance cette idée d'un réseau SLR appelé ici Nouveau Tramway moderne, mais n'oubliez pas, on ne savait pas à l'époque l'affranchissement qu'atteindrait cette technologie en termes de capacité de véhicule puis en termes de capacité de performance physique, là, en tant que tram-train. On ne le soupçonnait pas. Alors, c'est déjà un peu vieillot comme information. Mais toujours est-il, c'était un moment clé dans la genèse de ces sujets à Montréal. Ensuite, notre bon Gérald Tremblay a découvert le tramway en janvier 2006 et il était tellement euphorique qu'il nous le garantissait quand il est revenu au début février. Il garantissait un système tramway fonctionnel à Montréal pour 2009. On ne l'a toujours pas vu. Mais cependant, ça l'a quand même convaincu de lancer l'exercice du plan de transport et de faire du tramway le chantier numéro 1 du plan de transport. Depuis lors, l'enthousiasme s'est un peu affadi. Alors, on va regarder 4 projets à Montréal, en commençant à tout seigneur pour tout honneur par ces travaux de la ville sur le tramway. Alors, ils appellent ça la première ligne. Bien, la première ligne, c'est ce que vous avez sous les yeux. Alors, il y a eu 2 études de fait sur le sujet jusqu'ici. La première, c'était une étude d'opportunité, 1 million de dollars. Je me souviens, au conseil municipal, quand on a voté le fameux million, je me suis levé, j'ai dit, une étude d'opportunité, c'est pour savoir si c'est opportun. Alors, posez-moi la question, je vais vous répondre, oui, c'est opportun, on vient de sauver 1 million de dollars puis une année. 1 an et demi plus tard, on a voté l'étude de faisabilité, pré-faisabilité. Et 2,5 millions cette fois. À nouveau, j'ai pesé sur mon bouton. J'ai dit, si la question d'une étude de pré-faisabilité, c'est de savoir si c'est faisable, posez-moi la question, je vais vous dire, c'est faisable, on va sauver 2,5 millions de dollars, puis on va sauver encore une autre année. Alors, il n'empêche que l'étude a été faite, et la proposition, c'est ce que vous voyez ici. 16 km, 73,3 millions de dollars du kilomètre, 1 milliard 165 millions. Ça, le monde, ils savent que ça coûte cher. On leur a dit et redit, ça coûte les yeux de la tête. Encore que, si vous prenez 73,3 millions, vous soutirez 250 à 300 millions pour les coûts d'entrée à la technologie, ça nous ramène à 50 millions du kilomètre, qui est le prix international de ce mode de transport et qui est effectivement 4 à 5 fois moins cher que le métro lourd. Ça, on n'a pas insisté sur ces détails-là. Et surtout, on ne l'a pas montré. Les gens ne savent pas de quoi on parle. Ça a été établi au tout début de la présentation. Puis on dit cette chose que vous ne connaissez pas puis qu'on ne vous montrera pas, on va vous donner une information. Elle coûte cher en sapristi. Ensuite, on dit, la voulez-vous?
Et les gens vont dire, ben non, tu me fais peur, là, j'en veux pas. Alors, minimalement, aurait-il fallu le montrer. Et ces technologies ne sont pas que des technologies de transport. C'est transporter, valoriser, développer, les trois mots-clés. Alors, sur la thématique de valoriser, ça, c'est le boulevard René-Lévesque aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est sorti de l'étude, la proposition de l'étude de faisabilité. Qui a vu cette image-là? Personne. On a bien pris soin de ne pas la montrer. Alors que, si c'est moi qui avais été maire à ce moment-là, vous auriez vu d'énormes panneaux le long de René-Lévesque pour aider les gens à comprendre de quoi il s'agit. Alors, on voit la même intersection, mais d'un autre angle, et on voit l'illustration qui est préparée, mais que personne n'a vue. On continue. Ici, on est dans la Côte-Pile, au coin de la Gauchetière, et c'est l'illustration que je préfère, puisqu'elle est hivernale. Voilà ce que ça donnerait, à comparer à ça. Je ne triche pas, là. Vous voyez bien que c'est la même affaire, hein? Bon. Ici, on est sur Côte-des-Neiges, à l'entrée du cimetière Côte-des-Neiges. J'aime moins, je trouve que c'est moins bien rendu, mais on se reprend sur Côte-des-Neiges même. Regardez-moi ça, la magnifique illustration, que personne n'a jamais vue. Alors, je le répète, on a dit, vous ne savez pas ce que c'est, on ne vous le dira pas, mais on va vous donner une information qui est bien importante. C'est très cher, puis on n'a pas le moyen de se le payer. Alors, bien sûr que le monde sont pris, quand les choses sont présentées comme ça. Alors, et il reste l'autre thématique, développer. Vous avez notre Griffintown qui est déjà plus ça, là, on s'entend, là. Ça a déjà beaucoup changé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire toujours avec la première ligne? N'oubliez pas que la première ligne, c'est René-Lévesque, c'est Côte-des-Neiges, puis c'est la boucle Pile de la commune. On peut faire ça. D'ailleurs, c'est ça qui a convaincu le groupe Baseball Montréal de retenir ce site-là comme premier site. Et en fait, je vais plus loin que ça. C'est le seul endroit où on peut construire un stade de baseball au centre-ville de Montréal. Il n'y en a pas d'autre. L'autre endroit, prétendument, c'est de l'autre côté du canal de la Chine, ce n'est pas accessible, ou c'est le site du General Hospital qui va devenir autre chose. Il y a déjà un autre projet. Alors, ils n'ont pas d'autre choix que ce site-là. Et l'un des avantages que l'on leur a présenté, alors Étienne Coutu est dans la salle, là, je dois lui saluer son travail. C'est lui qui a dessiné ce stade. Étienne, lève la main et applaudissons-le. Lève-toi, Étienne. Alors, quand on a présenté ça au groupe Montréal Baseball, durant l'été, durant qu'ils faisaient leur démarche d'exploratoire, et on a fait valoir l'accessibilité, la desserte du site par un mode de transport collectif de haut niveau, à savoir la première ligne de tramway. Et ça a compté dans leur décision. Alors, c'est ça que ça veut dire développer dans le cadre de la première ligne. Ça ne veut pas dire que ça. Il y a aussi Radio-Canada, il y a aussi d'autres possibilités, bien entendu. Alors, le financement. Ici, vous allez trouver ça très ésotérique, là. C'est parce que j'ai retenu exactement les titres qu'il y a dans l'étude. Le fameux rapport au maire du groupe de travail sur les coûts et le financement de la première ligne, chapeauté par la Chambre de commerce Montréal métropolitain. C'est eux qui ont choisi d'appeler ça traditionnel, minimal, tripartite, partagé. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce n'est pas si important que ça. Ceux qui s'intéressent, allez voir le rapport. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve 1,165 milliard en première ligne. Et la partie à financer par la Ville, rapportée en dépenses annuelles, en service de la dette, sur 30 ans, parce que c'est comme ça qu'on finance ce genre d'équipement-là, ça va d'un minimum de 10 millions, qui est très peu plausible, à un maximum de 44 millions, qui, lui non plus, n'est pas très plausible. Ce qui veut dire que la première ligne, telle que préparée par la Ville de Montréal, ça nous coûterait gros maximum 44 millions par année, probablement moins. C'est pas ça qu'on a dit au monde. On a dit plus d'1 milliard, on n'a pas le moyen. Par ailleurs, il faut savoir que ces dernières années, on a introduit, suite à l'adoption du plan de transport, des nouveaux prélèvements auprès des automobilistes. 2, la taxe de stationnement au centre-ville, 45 $ par voiture de droit d'immatriculation pour les propriétaires d'automobiles montréalais. Ces deux mesures-là, cette année, 2014, rapportent 57,5 millions de dollars. C'est de l'argent qui a été cherché dans la poche des automobilistes aux fins de financer le plan de transport dont le chantier numéro 1 était le tramway. Qu'est-ce qu'on a fait dans le plan de transport? On a fait des petites affaires qui ne coûtaient pas cher. Cette année,
la contribution de la Ville de Montréal à la STM a été réduite de 5 millions de dollars par rapport à l'année passée. Non seulement elle n'a pas été indexée, elle a été réduite. Où sont allés ces 57,5 millions que les automobilistes versent cette année pour qu'on mette en place des modes de transport collectif de haut niveau à Montréal? On les a trompés. Ça me choque. Présentement, je prends la défense des automobilistes, je vous le signale. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder de ce qu'on vient de voir? Il y a quelque chose qui est vraiment essentiel si on parle de construire un réseau intégré et cohérent. Il faut reproduire à Montréal ce qui existe à Houston, ce qui existe à Calgary, ce qui va exister à partir de maintenant, de très bientôt, c'est-à-dire à Ottawa, et ainsi de suite. Ça nous prend une colonne vertébrale au centre-ville. Cette colonne vertébrale au centre-ville, c'est forcément le boulevard René-Lévesque. Alors, 4 km de long, ça, on en a absolument besoin. Puis on va voir dans la suite de la présentation comment est-ce qu'on vient se connecter. Parce que c'est à partir de René-Lévesque que la majorité des lignes vont partir vers toutes sortes de destinations, ou c'est de ces destinations vers René-Lévesque que l'on cherchera à venir, à la manière du déploiement du métro actuellement ou du déploiement des systèmes SLR un peu partout dans le monde. Alors, ce 4 km-là est absolument essentiel. J'en profite en passant pour vous dire qu'on y avait réfléchi, nous aussi, Projet Montréal à René-Lévesque, indépendamment de l'exercice de la Ville, et on proposait, j'ai eu une proposition, on avait proposé ça. L'avantage de ce que vous avez ici sous les yeux, c'est qu'il n'y a plus de quai d'embarquement, puisque les trottoirs deviennent les quais d'embarquement, et que l'espace dégagé par ce qui, dans la proposition de la Ville, est un quai de débarquement, devient des pistes cyclables. Mais c'est au choix. Hein? Je prendrais volontiers l'autre là, si demain matin, le maire décidait de procéder. Urgent, la liaison Rive-Sud-Centre-Ville. C'est celle sur laquelle il faut s'empresser de prendre une décision, d'y voir clair. Alors, première des choses, l'autobus n'est pas une option. C'est déjà intolérable, ça le sera de plus en plus. Il n'est pas question que l'on conserve l'autobus. Ayant dit ça, je ne suis pas en train de parler contre l'autobus. Chaque mode, dans un contexte de demande de mobilité, d'espace à traverser, a sa place. Mais entre le centre-ville et la Rive-Sud, l'autobus a fait son temps. Ce qu'il faut réaliser par ailleurs, c'est que oui, c'est un parcours de 16 km partant du 10-30 au centre-ville, mais dont 8 km sont à coût très faible, quelle que soit la technologie qu'on retienne là. Il y a forcément 8 km qui coûteront très peu cher, puisqu'on aura 4 km à coût nul au niveau du sous-bassement, de l'infrastructure de base. Ça sera le nouveau pont Champlain. Il ne nous restera plus qu'à mettre en place la technologie de transport. Et on a 4 km déjà préparés en infrastructure dédiée sur la Rive-Sud, utilisés depuis quelques années par les autobus. Alors, il y a 8 km relativement peu cher, puis 8 km à plein prix. Alors, c'est un contexte très avantageux, a priori. Bon, là, on va commencer à jouer avec diverses options qui ont été évoquées par l'AMT, parce que c'est l'AMT qui pilote ce projet-là. Premièrement, pour ce qui est de la desserte sur le territoire de Montréal, l'AMT dit j'ai deux choix. Soit je suis en métro sous Pointe-Saint-Charles, sous Griffintown, et je m'arrête à la future gare qui sera la gare Bonaventure. Le Graal d'exposition de Place Bonaventure deviendrait la gare terminale de cette liaison centre-ville-Rive-Sud. Alors, c'est la première option, sauf que ça coûte 250 millions du kilomètre. C'est l'AMT elle-même qui dit ça, là. Ça coûte 250 millions du kilomètre pour les 3 kilomètres en ville, 750 millions, puis je ne peux pas faire plus que 2 stations parce que ça coûte les yeux de la tête des stations. Mais j'ai aussi l'autre possibilité d'être en surface, ça coûte bien moins cher. Je peux faire 5 à 8 stations, puis il y a un grand potentiel de développement, alors que dans le premier, il n'y a pas de potentiel de développement. Alors, ça m'apparaît assez clair que le choix de l'AMT est en surface et que l'autre option n'est présentée que pour mettre en valeur l'option surface, avec laquelle je suis d'accord. L'AMT nous dit par ailleurs, ce sera à une destination sur un point fixe, à savoir Place Bonaventure. Quand on pose la question, mais pourquoi sur un point fixe? Parce que 70 % de ceux qui prennent présentement les autobus du pont Champlain, du corridor autobus entre la Rive-Sud et le centre-ville, finissent leur déplacement à pied. Ils travaillent dans un rayon de 750 à 1000 mètres, que vous voyez illustré sur l'image. Ce qui est vrai
pour 20 000. C'est 20 000 personnes qui transitent en heure de pointe, les 3 heures de la matinée, entre la Rive-Sud et le centre-ville. Alors, de ces 20 000 personnes-là, il y a 70 14 000 qui finissent leur déplacement à pied. À supposer qu'on soit ambitieux en termes de développement de l'achalandage, est-ce que cela serait toujours vrai s'il y avait 50 000 personnes? Ce qui voudrait dire qu'il faudrait implanter plusieurs dizaines de milliers d'emplois nouveaux et que ces emplois-là seraient systématiquement choisis par les gens venant de la Rive-Sud. Vous voyez, ça n'a pas de bon sens. En fait, dans une optique de développement du transport collectif, ceci est un choix limitant. Ça limite le potentiel de développement du transport collectif. Alors que ce choix-là, à partir de René Lévesque, à partir de la première ligne, à partir déjà de la rue Pile, qui est incluse dans la première ligne, simplement l'antenne vers la Rive-Sud et notre boulevard Saint-Laurent, qui nous sert à répartir les destinations à la porte même et à cueillir les gens l'après-midi à la porte même pour les amener sur la Rive-Sud, par rapport à les amener tous dans un point, puis à partir d'ici, soit partez à pied, soit prenez un autre mode de transport. Alors, mais voilà déjà une première correction que je propose, à savoir faire en sorte que cette desserte centre-ville-Rive-Sud soit une contribution au développement d'un réseau intégré et cohérent. Maintenant, la technologie. Je vous l'ai dit, après avoir passé aux images qu'on voyait traditionnellement, qui sont reprises aujourd'hui dans le journal 24 heures, plus récemment, c'est avec ça que l'AMT a tenté de nous séduire. Ça, c'est le métro aérien de Vancouver. Alors, on nous dit qu'on a besoin de 35 000, une capacité de 35 000 déplacements à l'heure. Ce qui veut dire, dans les 3 heures d'une pointe du matin, 105 000. OK, on a besoin de 105 000. Analysons si c'est raisonnable. Alors, présentement, vous l'avez là dans le graphe. En provenance de la Rive-Sud, transitant par le pont Champlain, 22 450 personnes prennent l'autobus. 7 100 à l'heure. Et il y en a qui prennent l'auto, 6 040. Vous voyez, 70 des gens qui viennent de la Rive-Sud vers le centre-ville viennent en transport collectif. C'est le plus grand succès de transport collectif à Montréal. D'un autre côté, le fait qu'il n'y en ait que 6 000 qui prennent leur auto, ça veut dire qu'on a un très faible potentiel de transfert modal. On ne peut pas imaginer qu'on va aller chercher des dizaines de milliers de passagers à l'automobile. Il y en a juste 6 000 de disponibles. Par ailleurs, si on ajoute l'île des Sœurs, si on ajoute l'île de Montréal, c'est-à-dire essentiellement en provenance de Verdun, empruntant d'une manière ou d'une autre, ou du sud-ouest, empruntant l'autoroute Bonaventure, on arrive à un chiffre de 35 000, tout mode confondu. Alors, au vu de ça, est-ce qu'on a besoin d'un système de transport collectif ayant 5 fois la capacité du corridor bus actuel? 5 fois. Est-ce qu'on a besoin d'un service ayant 3 fois la capacité de l'automobile et du transport collectif actuel? Il y a quelque chose de déraisonnable là-dedans. Une capacité de 15 à 20 000 passagers à l'heure est largement suffisante. C'est 2 à 3 fois. C'est multiplié par 2 jusqu'à par 3 l'utilisation actuelle du corridor bus. Alors, il y a quelque chose de déraisonnable à prétendre qu'on a besoin d'une capacité de 35 000. Et à nous dire, comme on a besoin d'une capacité de 35 000, il faut prendre tel mode. Et après ça, il faut s'intéresser au coût. Si on devait mettre en place un métro automatisé tel que le propose avec 35 000 de capacité, ici, une estimation très prudente, 2 milliards. Vous le savez tous, on parle plutôt de 2,5 milliards dans les médias. C'est le bon ordre de grandeur, 2 à 2,5 milliards. Si on met en place une antenne du réseau SLR tramway moderne, 640 millions. Vous pouvez être surpris de ce faible prix, 640 millions. C'est qu'on a déjà payé les coûts d'entrée à la technologie dans la première ligne. Souvenez-vous, 1 173 millions. Ça incluait 250 à 300 millions pour les ateliers mécaniques, les garages, la formation. On n'a pas besoin de leur payer une deuxième fois. Et c'est pour ça que je suis très confiant de vous dire ce soir que ce que l'on doit comparer, ce sont bel et bien 640 millions par rapport à 2 milliards à 2,5 milliards. Alors, vous voyez que c'est complètement disproportionné. Alors, c'est vite fait, hein, comme choix. Et ensuite, on parle de développement. Encore une fois, je vais saluer le beau travail d'Étienne Coutu, puisqu'on a proposé le quartier Bonaventure.
qui recrée le village auzois historique et qui le complète. Alors voilà, on a présenté ça, souvenez-vous, au printemps 2013 à peu près, et juin. Et vous avez votre stade de baseball là, que vous voyez de l'autre côté du bassin Peel. Alors voilà le genre de ville que l'on doit... Bon, vous en aimez la forme, vous n'en aimez pas la forme, c'est pas ça le débat ce soir, là. C'est de montrer qu'il y a du potentiel de développement et que dans un cas de figure parfaitement similaire à Toronto, ils sont en train de le faire, eux. Nous, on ne le fait pas. Et la technologie qui permettrait de faire ça, c'est la technologie du SLR tramway moderne. Et Horizon 2018, là, pourquoi c'est cet été-là? C'est qu'on nous raconte que l'on ne pourra commencer à penser à implanter un SLR que quand le pont Champlain sera terminé de construire. C'est quoi cette folie-là? Rien ne nous empêche, à partir de maintenant, de construire l'antenne centre-ville-Île-des-Sœurs. Quand le pont Champlain va être terminé, durant qu'un va peinturer les barreaux du garde-fou, l'autre va poser les rails du système, et en quelques heures, on va joindre les deux. Et quand on va inaugurer le pont, on va avoir automatiquement le système SLR en place, quelle que soit la technologie, là. C'est aussi simple que ça. Parce que si on maintient les autobus durant 3 ans après, comment est-ce qu'on va faire pour bâtir notre système alors que les autobus vont occuper la voie de roulement au centre du pont? Comment vous allez faire pour bâtir votre affaire? C'est notre attrape-nigo, cette affaire-là. Alors, ce dernier acétate concernant le pont Champlain, c'est Horizon 2018. On veut un nouveau pont Champlain et on veut un système SLR fonctionnel entre le centre-ville et la Rive-Sud en 2018, simultanément. Une autre urgence, la liaison Laval-Centre-Ville via le boulevard Pineuf. On connaît le projet d'SRB, 33 millions de kilomètres, 416 millions de dollars de coût de projet. Ça inclut la réfection des infrastructures à laquelle on n'avait pas pensé au début, parce qu'on disait, le tramway, c'est bien trop cher parce qu'il faut refaire les infrastructures souterraines. On va prendre le SRB, c'est moins cher. Ah, ben oui, mais si on veut que notre SRB fonctionne, puis qu'il ne soit pas toujours arrêté, il faut refaire les infrastructures souterraines. C'est comme ça qu'on est rendu à 33 millions de kilomètres. Et là, je vais vous proposer un corridor P9 plus. Premièrement, vous voyez le tracé. En orange, en orangé, c'est les 12,7 km en SRB, parce que le SRB lui-même s'arrête à Sherbrooke, en haut de la côte Sherbrooke, à l'intersection Sherbrooke-P9. Les autobus se rabattent en rive, puis continuent en rive, il n'y a plus d'SRB, là. Alors, c'est 12,7 km. Ensuite, vous avez en jaune 5 km supplémentaires qui nous amènent à l'intersection René-Lévesque-Papineau, où on vient connecter la première ligne. Rappelez-vous ce que je vous disais tantôt. On a absolument besoin de ces 4 km sur René-Lévesque. Alors, allons-y par les plus. On est déjà à 33 millions du kilomètre. Si on électrifie pour des trolleybus, ce qui est évoqué, ça va monter à 40 millions du kilomètre. Une fois qu'on sera rendu là, aussi bien mettre des rails et acheter des tramways, on est à 50 millions du kilomètre. 50 millions du kilomètre, c'est le plafond. Les 5 km supplémentaires coûtent 250 millions et nous amènent au centre-ville. Donc, ça fait un projet de 900 millions partant de l'intersection de la 440 à Laval jusqu'au centre-ville avec distribution tout le long du tracé sur René-Lévesque. Alors, la capacité de ce système-là est supérieure à 100 000 déplacements et, ce qui m'est très cher, ça permet de mettre en place la colonne vertébrale du quartier entrée maritime de Montréal. Développer, ce n'est pas juste transporter, ce n'est pas juste valoriser, c'est aussi développer. Et on va saluer une fois de plus Étienne Coutu, qui va m'en vouloir d'avoir autant parlé de lui. Alors, Étienne Coutu qui a préparé ces magnifiques illustrations de ce que peut devenir. C'est des Lavallois là, qui sont dans le tramway que vous voyez là. Ils s'en vont travailler. Et là, on est sur la voie piétonne SLR tramway moderne, qui est la colonne vertébrale du quartier et qui est connectée directement dans la projection de la ligne René-Lévesque. Alors, déplacer, valoriser, développer, vous l'avez au complet, là. Et la magnifique esplanade piétonne, qui ici fait 30 mètres de large, et qui passe derrière la Molson et qui reprend ses aises ensuite dans le Vieux-Port. Alors voilà la première ligne avec un essentiel, 2 urgences. Maintenant, on n'est plus dans l'urgence,
On est dans une démonstration un peu théorique, mais à quelques votes près, ça aurait pu être la première ligne, la vraie première ligne de Montréal. Malheureusement, je n'ai pas eu les votes en question. Vous vous souviendrez qu'on avait proposé à Projet Montréal, il y a 2 ans environ, 37,5 km de réseau tramway pour le 375e anniversaire de Montréal. À l'époque, on avait 6 ans devant nous pour le faire, puis on avait des bons espoirs de gagner la prochaine élection. Alors, vous avez le tracé du 37,5. Ça se discute tout ça. On s'est arrangé pour arriver à 37,5 piles. Là. C'est pas... Sauf qu'il y avait une ligne à laquelle moi, je tenais personnellement plus qu'à tout autre, c'est la ligne Saint-Laurent. Alors, nos fameux 4 km, et vous avez à droite les 15 km dont j'ai parlé durant la campagne. Quand je disais 15 km, 1 milliard. Puis quand je disais 1 milliard, je savais que j'avais de l'argent en réserve. Là. Je pourrais faire autre chose en plus. Là. Je pourrais donner une prime. Alors, les 15 km, c'était ça. C'était 11 km sur Saint-Laurent et à quelques centaines de mètres sur Henri Bourassa pour aller jusqu'au métro Henri Bourassa, et les 4 km sur René Lévesque. Alors, pourquoi Saint-Laurent? Parce que si vous faites une analyse transport, vous réalisez que dans le corridor, que j'appelle le corridor urbain de circulation motorisée urbain central de Montréal, entre l'Acadie à l'ouest et Iberville à l'est, 4 km de large, 11 km de long sur l'île de Montréal, mais venant de Laval. Dans ce corridor-là, au cours des 10 dernières années, 10-12 dernières années, il s'est ajouté plus de 100 000 déplacements motorisés. Beaucoup ont pris les transports collectifs, mais beaucoup trop ont été pris par l'automobile. Alors, sur Horizon 2031, l'horizon du PMAD, du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, on doit s'attendre, pour peu que le centre-ville conserve sa vitalité, à un ajout à nouveau de 100 000 déplacements motorisés, journalièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait passer ces 100 000 de plus? S'il fallait qu'ils passent en auto, sachant qu'il y a un goulot d'étranglement sur le plateau. Et le goulot d'étranglement, ce n'est pas le fait que ce soit Luc Ferrandez qui soit le maire du plateau, là. C'est le fait qu'il n'y a que 5 artères nord-sud à traverser le plateau. Et si vous vouliez faire passer 100 000 déplacements, c'est-à-dire 25 000 en heure de pointe, 20 000 autos en heure de pointe, il faudrait ajouter 1 000 autos à l'heure sur chacune des 5 artères traversant le plateau. C'est ça la commande qui est placée si on veut répondre à cette situation-là avec l'automobile. Si on veut répondre avec le métro, on ne peut pas. Il est déjà plein. Si vous voulez répondre avec des autobus en voie réservée, premièrement, il n'y a pas assez d'artères pour le nombre de voies réservées que ça prendrait. Parce que ce n'est pas si efficace que ça, une voie réservée. Et n'oubliez pas que quand on met en place une voie réservée, automatiquement, on enlève une voie auto. Si vous mettez 5 voies réservées, vous venez d'enlever 5 voies auto. Donc, vous venez d'augmenter la commande à prendre par le transport collectif. Vous voulez essayer avec des SRB, ça ne marche pas non plus. Il y a un seul mode de transport qui peut absorber ces 100 000-là, et c'est le tramway. Alors, c'est la définition d'un contexte optimal pour le SLR tramway moderne. Rappelez-vous les graphes qu'on a vus avant, là, ça arrive juste à sa limite de capacité, qui est entre 100 et 125 000. Et là, on n'a besoin que d'une seule lanterne, un seul corridor. On ne prend qu'une des 5 artères. Alors, pour toutes ces raisons-là, il y a longtemps que je milite, moi, pour que l'on oublie l'avenue du Parc. Côte-des-Neiges, bien intéressant, mais il y a des problèmes techniques importants. Allons donc à une rue facile, une rue où on sait, Saint-Laurent est aussi la première rue à l'est du Mont-Royal à aller du fleuve Saint-Laurent à Rivière-des-Prairies, à traverser l'île en entier. Et aussi, je pense qu'il y a une petite bulle, le secteur Chabanel, qui n'est pas desservi. Bon, il y a 1001 raisons là, pour dire que c'est Saint-Laurent qui doit être priorisé. Alors, Saint-Laurent, notamment pourquoi? En bas de la ville, parce que c'est l'artère culturelle et historique par excellence de Montréal. Elle fait-tu pitié un peu, notre rue Saint-Laurent? Là, il va falloir se battre pour sauver le projet de carré Saint-Laurent, qui est quand même un excellent projet. Mais tout est à refaire, tout est à faire sur la rue Saint-Laurent. Comparez ça, ça c'est notre Main Street, c'est notre Main. Hein? Tantôt, ce que je vous montrais sur Houston, c'était la Main. Moi, je trouve que les cow-boys ont fait mieux que nous. Et le potentiel de développement. Il y a un énorme potentiel de développement tout le long de Saint-Laurent. Et là, je l'illustre ici par la station-service au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent. 2 des artères les plus prestigieuses de Montréal, en théorie, là, les plus prestigieuses de Montréal, qui ont le plus compté dans son histoire. Une station-service. Alors, ne serait-ce que, soyons égoïstes,
On fait de la politique municipale. On veut avoir de l'argent, on veut avoir des revenus. Présentement, l'évaluation de cette station-service et du AEW ou du McDo qu'il y a derrière, 4,3 millions. Tim Hortons, c'est correct, merci. Et le potentiel est de 72 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'on toucherait des taxes sur 72 millions de dollars. Alors, cette étude a été faite, elle est disponible, là, vous la voyez ici. Il y a 71 terrains le long de Saint-Laurent, le long du tracé de la ligne Saint-Laurent, donnant immédiatement sur Saint-Laurent. C'est-à-dire qu'on ne va même pas sur la rue Saint-Dominique d'un côté puis Clark de l'autre, là. Parce que quand on fait ce genre d'analyse-là, généralement, on se prend un corridor de 250 mètres de part et d'autre minimum. C'est pas ça qu'on a fait. On a juste pris les terrains qui donnent sur Saint-Laurent. Il y en a 73 et ils ont un potentiel de développement de 2,7 milliards de dollars et cela rapporterait année après année 40 millions de dollars de nouvelles taxes à la Ville de Montréal, lesquels 40 millions paient largement le coût du projet. Alors voilà le genre de raisonnement qu'il faut faire. Alors cette étude-là, vous l'avez, elle est disponible. Ah oui, j'ai oublié. La question des coûts. Ben oui, c'est cher. Principe. Un mode de transport ne doit jamais être qualifié de coûteux dans l'absolu. Ça n'existe pas, un mode de transport coûteux. Tout dépend de la demande de mobilité à satisfaire dans un contexte urbain donné. Si vous avez 500 000 personnes à déplacer, le métro, ce n'est pas coûteux. C'est le seul moyen de déplacer 500 000 personnes par jour. Si vous avez 20 000 personnes ou 10 000 personnes à déplacer, le métro, c'est coûteux en sapristi. Mais l'autobus, elle n'est pas coûteuse à ce moment-là. Et ainsi de suite. Alors, les coûts relatifs des modes de transport, en termes d'investissement puis en termes d'opération. En termes d'investissement, une voie réservée, ça coûte un peu. Il y a du marquage, il y a des feux, il y a des abribus que l'on souhaite un peu plus confortables. Il y a une chaussée à repaver, notamment pour ne pas attraper toutes les bouches d'égout en enfilade, puis, et ainsi de suite. Il y a quand même des frais à aménager une voie réservée un petit peu intéressants. Un corridor SRB, il y a des frais pas mal plus élevés, mais encore, le 14 millions, ce n'est pas le 33 millions de P9, là. Ça, il y a du dérapage de diverses manières, mais un beau corridor SRB, là, comme on voit sur les photos là, de promotion des SRB, autour de 12-15 millions, 14 retenus ici, vous êtes en affaires. SLR Tramway moderne, en dehors du centre de contrôle, des ateliers mécaniques et des garages, 50 millions du kilomètre. Le métro, 200 millions du kilomètre. À nouveau, en dehors des ateliers mécaniques et du... Alors voilà notre échelle de coûts. Maintenant, le coût d'investissement. Mais attention, il faut regarder l'opération. Et ça, c'est le budget de la STM qui fait foi de tout là-dessus. Qu'est-ce que nous dit le budget de la STM? À toutes les fois que quelqu'un prend l'autobus, ça coûte 3,10 pièces en coût d'opération. Toutes les fois que quelqu'un prend le métro, ça coûte 1,30 pièce en coût d'opération. Ça, ce pas des chiffres que j'invente, là. C'est des chiffres de la STM. On peut aller plus loin. Statistiquement, quelqu'un qui prend le métro fait un déplacement plus long que quelqu'un qui prend l'autobus. C'est-à-dire que si vous y allez en coût au kilomètre, le différentiel entre les deux est encore plus grand que ça. Alors, certes, avec le métro, premièrement, vous n'avez pas le choix. Si vous avez énormément de monde à déplacer, vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez faire un métro. Oui, ça va coûter cher de l'investissement, mais ça ne coûtera pas cher à opérer. Et l'inverse pour l'autobus. Ottawa, on passe du SRB à ce qu'appellent, eux autres, un train qu'on a vu. Alors, c'est le président de la Société de transport. Comment s'appelle la Société de transport là-bas? OC Transport, oui. C'est le président qui dit, regardez, on va sauver 16 millions en coûts d'opération annuels. L'une des raisons pour lesquelles on passe au train, c'est que premièrement, on ne peut plus avec les autobus. On a atteint la limite. On doit passer à un mode plus performant, ce qui est tout à fait pertinent au niveau de l'analyse pour centre-ville, Rive-Sud. Puis deuxièmement, on va sauver beaucoup d'argent au niveau des coûts d'opération. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai montré ici. Et nous avons réalisé une analyse économique comparative sur la ligne que nous proposons sur Saint-Laurent. Pourquoi on a pris Saint-Laurent? Parce qu'on sait d'avance qu'on est dans un contexte optimal pour le SLR Tramway moderne. On est juste, premièrement, il n'y a pas d'autres options possibles, je vous l'ai démontré tantôt, mais en plus, on est à 100 000 passagers journaliers sur l'optimum.
Donc, il devrait performer mieux en termes financiers et économiques que tout autre mode. Et c'est le cas. Alors, l'automobile, on a fait ça simple, là, on a dit 55 cents du kilomètre, 10 km, plus divisé par 1,2 parce qu'il y a 1,2 personnes dans l'auto, puis on a mis une pièce et demie de coût de stationnement moyen. Et ça nous dit que le mode le plus cher pour se déplacer du nord au sud, en plus, ça serait congestionné, vous ne pouvez pas l'imaginer comment. Hein? Rappelez-vous, minimum 1000 autos de plus à l'heure sur chacune des 5 artères qui traversent le plateau. Alors, ça serait de l'hypercongestion, puis ça coûterait 5,60 $. L'autobus articulé en site propre SRB, à peu près le même coût, mais ça ne fonctionne pas non plus. Physiquement, ça ne rentre pas. Le tramway, regardez-moi ça. On a démontré que c'est le seul mode possible dans ce contexte-là, et en plus, il ne coûte qu'un $1,82. Et le métro, c'est amusant. Ce qu'on a modélisé, c'est si on devait creuser un deuxième tunnel de métro et reconstruire toutes les stations qui existent présentement sur la ligne orange, tronçon Est, si on devait les reconstruire à partir de zéro. C'est totalement déraisonnable. Autrement dit, on ne fait pas un métro pour 100 000 passagers. On fait un métro à partir de 250 000 passagers. Pour 100 000, c'est absurde, ça fait 4 $ du déplacement. Mais cette absurdité du métro est encore plus économique que l'automobile. Autrement dit, le rêve le plus fou, le plus démesuré d'un promoteur du transport collectif, il sera toujours moins cher que l'automobile. On ne peut pas avoir de situation plus absurde que celle-là, puis on arrive en bas de l'automobile. Alors, il s'agit d'une analyse sur 25 ans, jumelant les coûts d'investissement et les coûts d'opération sur 25 ans. Et c'est comme ça qu'il faut faire ce genre d'analyse-là. Et si vous voulez consulter l'analyse, elle est en ligne. Il est 9 heures, là? Elle va être en ligne dans 39 minutes. Oui. Et je vais finir avec ça. On ne cesse de nous dire que combien le transport collectif, c'est cher. Imaginez-vous, Richard Bergeron parlait d'1 milliard durant la campagne. 1 milliard, y pensez-vous? Ils ont eu du plaisir, mes opposants, à me dénoncer. Ont-ils déjà parlé d'automobile? Pas un mot. Alors, vous avez à gauche la croissance du parc automobile ces 12 dernières années. Il y a eu dans la région métropolitaine 487 000 habitants de plus au cours des 12 dernières années. 486 000 autos supplémentaires. C'est 1 pour 1. 40 000 autos de plus à chaque année. On se demande après ça pourquoi il y a de la congestion. Et si maintenant on se situe dans l'optique du PMAD, horizon 2031, et qu'on regarde quelle sera la dépense automobile, puisqu'on ne peut pas analyser les coûts du transport collectif sans analyser les coûts du concurrent, c'est-à-dire l'automobile. Alors, les 2,3 millions d'autos qui existaient en 2011, qui est le début de l'horizon du PMAD 2011-2031, vont coûter à leurs utilisateurs, il y a zéro coût public là-dedans, hein, strictement des coûts privés, vont coûter à leurs utilisateurs sur horizon 2031 367 milliards de $. Mais il va continuer à s'en ajouter 40 000 par année, un peu moins. Si bien qu'il va s'ajouter d'ici 2031 700 000 autos dans la région de Montréal. Ces 700 000 autos vont coûter à leurs utilisateurs 64 milliards de $. Les deux ensemble, 431 milliards de $. Vous avez vu passer le méga contrat entre la Russie d'approvisionnement en gaz de la Chine, 400 milliards. Tout le monde dit « Wow, c'est extraordinaire, 400 milliards sur horizon 30 ans. » C'est banal comme tout. Les automobilistes montréalais vont dépenser 431 milliards d'ici 2031. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que sur ces 431 milliards-là, et là, l'information nous vient de feu Marcel Côté, dans ses merveilleux rapports de 2006 et de 2010 sur les coûts comparés des coûts de transport comparés entre le transport collectif et l'automobile, 50 % vont prendre le bord de l'étranger. 215 milliards d'argent des Montréalais vont servir à financer la création de richesses, la création d'emplois, des emplois de haut niveau d'ailleurs, en dehors des frontières du Québec. Il faut vraiment être riche. Il faut vraiment être riche. Alors ça, ces informations-là sont tirées du mémoire de Projet Montréal aux audiences sur le PMAD. C'est disponible aussi. C'est dans le même paquet de documents dans lequel vous allez trouver les autres aussi. Et le reproche que l'on a fait à la CMM dans le cadre de notre présentation, c'est comment ça que vous ne prononcez pas le mot automobile nulle part. Il n'y a pas d'auto, ça n'existe pas des autos selon vous. Et vous fermez les yeux sur cette exportation de capitaux que font les Québécois, exportation d'emplois,
alors que 90 d'un dollar dépensé dans le transport collectif, premièrement, on dépense beaucoup moins, ce qui nous laisse plus d'argent pour autre chose. Puis quand chaque dollar dépensé, 90 cents minimum sont dépensés au Québec. Et on a du service, alors qu'avec l'auto, tu n'as pas de service. Tu dois le conduire. Tu dois la conduire toi-même. Et tu dois l'amener au garage pour la faire soigner. Tu dois la laver. On n'a pas besoin de faire ça avec le transport collectif. Alors, sur cette question des coûts, 1 milliard, forcément que quand on parle de transport collectif, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars minimum, puis on va assez souvent dans les milliards. Mais quand on compare au coût de l'automobile, c'est fort raisonnable. Alors, on conclut, on résume. Sur l'horizon des 25 prochaines années, nous n'introduirons vraisemblablement qu'une seule nouvelle technologie de transport collectif à Montréal. Le choix que nous ferons condamnera à l'oubli toute autre option qui aurait été envisagée. Si on choisit un métro automatisé entre le centre-ville et la Rive-Sud, oubliez pour les 50 prochaines années, il ne se passera rien d'autre à Montréal. Ça va être ça et seulement ça. Nous devons opter pour la technologie SLR la plus versatile, qui puisse répondre à la variété des situations rencontrées à Montréal et dans son espace métropolitain en termes de demande de mobilité et de contexte d'insertion. On doit rechercher la versatilité, l'adaptabilité à tous les contextes de demande et d'insertion. Il faut penser réseau intégré et cohérent plutôt que multiplier les dessertes point à point à technologie SLR spécifique. En fait, la multiplication, c'est purement factice puisque ça contredit le premier énoncé, il n'y aura qu'une technologie. Mais cessons de réfléchir point à point avec telle technologie, puis point à point pour l'autre technologie. Pensons réseau intégré et cohérent. Déplacer, valoriser, développer doivent être les 3 mots-clés qui guideront notre choix. Il faut s'appuyer sur des analyses financières rigoureuses prenant en compte l'investissement et les coûts d'opération sur un horizon d'au minimum 25 ans. Fini de dire l'autobus est moins cher que le tramway. L'autobus est beaucoup plus cher que le tramway si le contexte d'insertion et la demande de mobilité en cause dépasse la capacité de l'autobus, puis que malgré tout, on tente. Et le métro, je le répète, le métro n'est pas cher. Si tu as 400 000 personnes à déplacer, c'est le mode le moins cher et de loin. 260 villes, le chiffre des villes qui sont passées au tramway, au SLR tramway moderne, 260 villes ne peuvent s'être trompées. Le SLR tramway moderne est la principale innovation urbaine présentement déployée partout dans le monde. Et partout dans le monde, ça inclut l'Ontario, pas très loin de chez nous. Enfin, 4 années suffisent à construire la phase 1 d'un réseau SLR tramway moderne. Et dernier acétate, une photo que j'ai prise il y a 2 semaines à Casablanca. C'est le matériel Alstom de 65 mètres que vous voyez tantôt. Là, vous voyez le long serpent à la place des Nations unies. Alors, on peut dire non. Nous, on n'en veut pas à Montréal. Mais toute la planète y est passée. Et ben voilà. Alors, envisageons avec confiance et sérénité le déploiement d'un réseau SLR tramway moderne à Montréal. Merci de votre attention.